Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine dédié aujourd'hui au cours de l'or, l'or qui ne cesse d'inscrire de nouveaux records cette année, avec une once qui a dépassé il y a peu les 3500 $. Nous sommes ravis de recevoir pour en parler François Delassus, consultant pour Or en Cash. Bonjour. Bonjour. Et Régis Yankovici, président et fondateur de luxavie.fr. Bonjour. Alors, l'or touche de nouveau plus haut. Quels sont, François Delassus, peut-être pour commencer, les moteurs à la hausse et à la baisse pour le cours de l'or? Voilà, alors il y a plusieurs moteurs qui interagissent ensemble. En ce qui concerne, c'est pas tellement l'offre et la demande de l'or qui comptent que l'évolution, éventuellement, des tensions géopolitiques, des incertitudes économiques, également de la demande des banques centrales qui jouent un rôle très important parce qu'elles sont acheteuses d'or depuis maintenant 3-4 ans. Donc c'est des plus, et un autre élément qui peut jouer aussi, c'est les environnements de taux. Généralement, lorsque les taux sont bas, c'est un environnement plus favorable pour l'or. Lorsque les taux sont hauts, c'est moins favorable, mais en même temps, lorsque les taux sont hauts, ça signifie de l'inflation, et l'or est historiquement un protecteur contre l'inflation. Donc en ce moment, pour expliquer les hausses récentes, il y a des éléments très importants que je viens d'oublier de noter. C'est également l'attitude du président américain Donald Trump avec sa guerre commerciale tous azimuts qui crée forcément une angoisse, une incertitude des marchés, qui a fait plonger les bourses qui sont depuis un peu remontées. Mais voilà plus un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que la baisse du dollar. Et comme l'or est coté en dollars, il est évident que lorsque le dollar baisse, l'or a tendance à monter. Ce n'est pas toujours le cas, mais en ce moment, c'est un élément très important. C'est pour ça, lorsqu'on parle aux investisseurs, il faut qu'ils regardent à la fois le cours en dollars et le cours en euros. Par exemple, depuis maintenant le début de l'année, le cours en dollars, il a gagné 25%. En euros, il a gagné que 13%. C'est pas mal. Mais donc, c'est important pour des investisseurs français qui achètent en euros. On va revenir plus en détail dans la suite de notre discussion sur les banques centrales, sur les tensions géopolitiques, etc. Mais Régis Yankovici, juste avant, donc on le disait, l'or a dépassé 3500 $ l'once, plus de 20 records battus. Pas longtemps. Quelques instants. Oui, d'ailleurs, ce matin, l'or à 3400 $ à peu près. Plus de 20 records battus depuis le mois de janvier. Qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que vous pensez que ça signifie de la peur un peu sur les marchés ? Pour moi, effectivement, vous avez fait un panorama très large. Il y a peut-être deux éléments que j'ai envie de tirer de ce panorama. C'est effectivement le comportement des banques centrales qui, depuis la guerre en Ukraine, ont accéléré leur rythme d'achat d'or. Il faut se souvenir que pendant très 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 longtemps, à partir des années 80 jusqu'au début des années 2000, les banques centrales étaient vraiment vendeuses structurellement d'or. Et aujourd'hui, l'or représente à peu près 13% des avoirs des banques centrales. Aujourd'hui, on est à... aujourd'hui on est à 13%, on était à l'époque à 30%. D'accord. Donc ça laisse une marge de progression très importante. La deuxième chose, c'est effectivement le comportement de la Banque centrale, où dès lors que le marché, monsieur marché, a commencé à sentir une inflexion de la politique monétaire et un début de cycle de baisse des taux, parce que la baisse des taux, elle a été annoncée plus d'un an en avance. Et puis, comme les chiffres d'inflation ont été un peu tendus entre-temps, Powell a longuement hésité. Et aujourd'hui, on est rentré dans un cycle de baisse des taux qui doit être fondamentalement favorable à l'or. Alors, sur les aspects géopolitiques, j'ai un peu de mal à me positionner, je serais un peu moins tranché parce que on s'aperçoit que d'abord c'est quelque chose qui est difficilement quantifiable. Donc à partir de quel moment on dit il vaut mieux alléger l'or parce que la géopolitique irait mieux, on ne sait pas trop. Mais effectivement, par exemple, le pic dans les années, la fin des années 70, c'est fait au moment de l'invasion de l'URSS par l'URSS de l'Afghanistan. Donc vraiment un summum géopolitique. Donc c'est assez difficile à positionner. Si je pouvais rajouter des éléments, c'est qu'il y a, si vous regardez quand on dit tension géopolitique, vous avez vu en février 2022, au moment où la Russie envahit l'Ukraine, il y a eu une accélération du cours de l'or. Donc la tension géopolitique joue. Lorsqu'il y a eu également au Moyen-Orient, entre la Hamas et Israël, la guerre qui est rentrée, le cours de l'or a augmenté. C'est un élément d'incertitude. Ensuite, il ne faut jamais oublier, si vous regardez un petit peu ce qui se passe, les tensions entre la Chine et Taïwan, c'est des éléments. Donc les tensions géopolitiques, il y a un autre indicateur qui est très intéressant à regarder. C'est aussi c'est le risque. Les gens pensent, les marchés qui sont incertains, les tensions géopolitiques, si vous voulez, ça renforce la valeur refuge. Et donc ça renforce son statut de valeur refuge. Exactement. En même temps,
ce qui est très important, et si vous voulez, on parlera des banques centrales et pourquoi les banques centrales achètent de l'or. Il y a également un autre élément très important dans une situation moins tendue sur le plan géopolitique, c'est le rôle de l'or comme actif de diversification. Bien sûr. Parce qu'il n'est pas corrélé, voire négativement corrélé avec les marchés financiers. Donc c'est un rôle d'amortisseur de portefeuille très intéressant et je pense que mon voisin peut le en reconnaître. Alors en fait, sur l'aspect géopolitique, la guerre en Ukraine a déclenché une modification fondamentale du comportement des banques centrales. Ce n'était pas la crainte géopolitique en tant que telle, parce que par exemple, quand l'Iran bombarde Israël, on peut se dire que c'est vraiment l'embrasement absolu du Moyen-Orient. L'or n'a pas bougé du tout à cette époque-là. Donc voilà, donc c'est un élément, à mon avis, qui est difficilement exploitable, moi, en tant qu'allocataire d'actifs, que je n'utilise pas dans mes pondérations en or, par exemple. Donc revenons aux banques centrales, oui. François Delassus ou Régis Jancovici, comme vous voulez. Alors les banques centrales, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles, depuis 2009, sont acheteuses d'or. Et pourquoi ? Alors elles sont acheteuses d'or parce que vous vous rappelez qu'avant 2009, il y avait des banques centrales qui vendaient leur or. Ils vendaient leur or de façon totalement, si vous voulez, intempestive et sans concertation. L'exemple le même, c'est la Banque centrale d'Angleterre qui avait vendu son or aux enchères et qui a fait baisser les cours et qui a créé une incertitude sur le marché de l'or importante. Depuis, il y a eu ces accords de la Banque centrale, l'accord de Washington, qui a fait qu'elles ont organisé leur vente d'or. Et ce qui s'est passé avec les subprimes, c'est au lieu de vendre, elles sont celles qui avaient de l'or, en particulier les banques centrales des pays occidentaux comme les États-Unis, l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Allemagne ont arrêté de vendre leur or. En revanche, toutes les banques des pays émergents ont décidé d'augmenter leur allocation en or. En particulier, les banques des pays asiatiques, la banque de Chine. Et donc, il y a eu ce mouvement qui est entraîné. Et maintenant, on a, depuis 3 ans, un record d'achat d'or par les banques centrales. Elles achètent plus de 1000 tonnes par an. Au début de ce premier trimestre, elles ont acheté un peu moins, mais elles sont quand même à plus de 250 tonnes. Ça vient d'être publié, 241, etc. Et elles sont... Alors, évidemment, les banques centrales ne sont pas non plus complètement stupides. Elles regardent le prix. Le prix est élevé. Elles ne vont pas non plus acheter à un prix extrêmement fort. Elles ont le temps. Parce que on sait que le cours de l'or, si vous voulez, il est sur une tendance haussière à long terme. Mais on n'est pas à l'abri, et on l'a vu, de corrections à la baisse, de fluctuations. Et donc, les banques centrales agissent aussi en cette manière-là. Si on se place du point de vue de l'investisseur particulier, par exemple, Régis Jancovici, quand l'or touche des plus hauts comme ça, quelle approche ? Est-ce qu'il vaut mieux vendre ? Est-ce qu'il vaut mieux acheter ? Vous avez donné la réponse dans votre question préalable, c'est-à-dire que des records sur l'or depuis le début de l'année, il y en a déjà eu beaucoup. Alors, est-ce que c'est un signal d'alarme comme quoi il ne faut plus acheter ou il faudrait même vendre ? Je ne crois pas. Je pense qu'on s'adresse à des investisseurs de moyen et long terme, et que ce n'est pas le genre de considération qu'il faut prendre en compte. D'autant plus qu'il y a un nouvel acteur sur le marché de l'or, c'est le particulier chinois, qui a acheté beaucoup l'année dernière, qui continue d'acheter. On voit l'engouement pour les ETF orifères, qui est très récent, qui date du premier trimestre 2025. Et les Chinois pèsent énormément. Et le comportement de l'investisseur chinois, il est éminemment momentum. Pourquoi forcément l'investisseur chinois, du coup ? Parce que les autres opportunités qui sont offertes à lui ne sont pas forcément très excitantes. On voit le marché boursier chinois n'est pas très florissant, l'immobilier est au tapis. Donc les alternatives sont assez limitées. Et donc il achète de l'or, et il achète de l'or aussi parce que ça monte. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut s'attendre à une hausse structurelle de la volatilité de l'or. Il y aura des replis plus marqués et des accélérations haussières beaucoup plus marquées que par le passé. Exactement, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Ouais. Et c'est ce qu'on a ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les 20, depuis au premier trimestre, l'or a battu 20 records, 20 sommets différents. Et il est clair que le fait que l'or soit tellement aussi au niveau des médias, fait qu'un certain nombre d'investisseurs aujourd'hui ont voulu se positionner pour acheter en se disant il y a une tendance haussière, je me positionne à l'achat. Donc il y a eu beaucoup d'achats au premier trimestre, sachant que dans certains pays, les gens sont plus ce qu'on appelle price sensitive, ils vont acheter plutôt à la baisse. Mais dans l'ensemble aujourd'hui, les investisseurs ont beaucoup acheté, puisque si vous regardez l'or pièce et monnaie, en termes de physique, il est à plus de 300 tonnes.
les ETF qui a été cité par mon voisin ont très bien marché au premier trimestre. Donc on a véritablement aujourd'hui une accélération des acheteurs. Pour autant, ceux qui ont acquis beaucoup d'or peuvent se poser la question aussi pour tirer des profits. Donc on va avoir ceux qui détiennent de l'or aujourd'hui se disent la tendance est toujours haussière. On a un élément qu'on a oublié de citer, qui fait très peur quand même aux investisseurs et aux banques centrales. C'est les dettes abyssales des États. Et donc les gens ne sont pas complètement... Parce qu'on en parle. Les dettes, c'est un sujet qu'on avait mis sous le tapis et maintenant ça ressort. Donc les banques centrales achètent de l'or pour ça. Les particuliers s'inquiètent aussi sur la valeur de la monnaie. Et puis il ne faut jamais oublier, dans un climat d'incertitude, ce qu'on n'a pas cité tout à l'heure, c'est que l'or physique d'investissement n'a pas de risque de défaut. Pas de risque émetteur. C'est un élément ultime. Et contrairement à tout ce qui est papier. Donc ça veut dire que dans un portefeuille, c'est très bien d'avoir des actifs risqués, c'est très bien de prendre des actions, parce qu'on sait que sur le long terme, les actions sont très performantes, mais l'or qui s'apprécie également sur le long terme offre la possibilité à des investisseurs d'avoir un actif sans risque de défaut. C'est un élément d'ailleurs qui fait que les banques centrales achètent de l'or. Réserve de valeur, absence de risque de défaut, outils de diversification. Et ce qu'on n'a encore pas cité tout à l'heure, c'est la liquidité de l'or. Il est liquide à l'achat et à la vente. C'est un actif hautement liquide qui fait que son prix s'impose à tout à chacun partout dans le monde. Et ces éléments-là sont des éléments qui intéressent les investisseurs particuliers. Ils se disent, si les banques centrales achètent de l'or, pourquoi moi, chef de famille, je ne vais pas en acheter ? Voilà. Dans ce contexte, allez-y Régis. Oui, et c'est pour ça que l'or papier et l'or physique, je crois qu'il ne faut pas les opposer. Ils sont très complémentaires l'un à l'autre. Alors, vous parliez de liquidité. Évidemment, la liquidité de l'or papier est... je pense, vous serez d'accord avec moi, est supérieure à celle de l'or physique. Oui, puisqu'on peut la trader en termes réels. Bien évidemment. Je rajoute que l'ETF n'est pas une dette, donc il n'y a pas de risque de défaut en tant que tel. Il faut bien regarder que l'ETF soit adossé à de l'or physique pour cela. Et puis, il y a un risque émetteur quand même. Et puis, légèrement. Pourquoi ? Il pourrait y avoir un risque émetteur, ceux qui émettent les ETF. On pourrait se poser... Non, parce que l'ETF n'est pas une dette, donc elle n'est pas émise. C'est un fonds, donc le porteur de parts détient les actifs sous-jacents. Et je rajoute un élément, parler de la baisse du dollar... Effectivement, et on peut craindre qu'elle se poursuive, il y a des produits couverts du risque de change sur les ETF. Voilà, donc papier, physique, vraiment, les deux sont intéressants. Complémentaires. Chacun doit analyser la situation avec des conseillers financiers, par exemple. Oui, tout à fait. Sans oublier les actions minières qui ne sont pas vraiment liées à l'or, mais qui sont également des éléments, si vous voulez, de profit. Potentiel. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine table ronde parce que vous reviendrez tous les deux. J'aurais bien aimé qu'on évoque les perspectives aussi encore de montée pour la fin d'année, mais malheureusement on n'aura pas le temps. Merci beaucoup François Delassus, vous êtes consultant pour Or en Cash, merci beaucoup. Et merci Régis Jancovici, vous êtes président et fondateur de luxavie.fr. Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.